Aujourd'hui sur Osons Comprendre, on parle d'inflation et d'immobilier. On va notamment se demander si l'inflation est bien mesurée. Est-ce qu'on démarrera pas d'abord par un peu de contexte? Les gens savent pas forcément ce que c'est que Osons Comprendre, tu vois. Ah oui, évidemment, t'as raison. Alors, Ludo et Stéphane d'Osons Causer m'ont proposé, Nous ont proposé, s'il te plaît. nous ont proposé, oui, pardon, de venir parler d'économie et de finance sur leur site Osons Comprendre. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Eureka et sur laquelle on discute, D'économie et de finance. Mais comment ça, on a une chaîne YouTube? Tu veux dire que la caméra, tout ça, en vrai, depuis le début, t'enregistres nos conversations et tu les mets sur YouTube? Donc aujourd'hui, on a été invité pour parler d'immobilier et d'inflation. Et comme je disais juste avant, on va se demander si l'inflation est bien mesurée. Ouais, c'est ça, change de sujet. Tu t'en sors bien, hein, parce que bordel, c'est vrai que depuis le temps que je défends cette thèse, c'est pourtant évident, l'inflation est forcément mal mesurée. Les prix de l'immobilier s'envolent de folie depuis des années, alors qu'on continue de nous répéter qu'il n'y a pas d'inflation. Non mais sérieux, quelle connerie. Ils nous prennent vraiment pour des débiles. Oui, alors pas d'inflation, enfin, voilà, on parle quand même pas mal d'inflation qui revient en ce moment, notamment avec les prix de l'énergie qui grimpent. Et puis aussi, il y a beaucoup de chaînes d'approvisionnement qui ont été perturbées avec le Covid, et donc il y a la remise en marche du système qui provoque un peu des genres de goulot d'étranglement, et c'est ça qui génère aussi la hausse des prix. Oui, non mais d'accord, mais enfin c'est récent, en plus c'est pas lié à l'immobilier. Oui, voilà, effectivement. Et donc dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette histoire de chiffres de l'inflation plutôt faibles, alors que les prix de l'immobilier semblent grimper plus rapidement et depuis plus longtemps. Semble grimper? Attends voir, laisse-moi illustrer ça avec un graphe, il n'y a pas de raison, hein. Moi aussi je fais pondre des graphes. Alors dans un premier temps, on affiche l'inflation depuis 1980. On raisonne en base 100, ça veut dire qu'on fixe arbitrairement le niveau des prix à 100 en 1980. 40 ans de recul, c'est quand même pas mal pour évaluer les tendances. Et ensuite, on regarde si ça monte ou si ça baisse. Et alors là, on voit que les prix sont quand même bien montés, hein, pas de surprise. Ils ont été multipliés par 2,8 en 40 ans. Ça nous fait du 2,6% d'inflation en moyenne. En revanche, si on affiche les prix de l'immobilier en France, là on voit que les prix ont été multipliés par 5,5 en 40 ans. Et cerise sur le gâteau, voilà comment les prix de l'immobilier ont augmenté à Paris. Fois 13,5 en 40 ans, de la pure folie. Et on constate le même genre de délire à Lyon par exemple. Et tu pourras me raconter ce que tu veux, gna gna gna, ouais, faut pas oublier les revenus des Français qui ont augmenté aussi. Ok, mais les ordres de grandeur sont sans commune mesure. Voilà ce que l'INSEE rapporte du côté de la hausse des revenus disponibles des ménages. Alors sachant que les revenus disponibles, c'est le truc le plus précis que l'INSEE a pour mesurer le pouvoir d'achat. Hein, on parle de revenus du travail, plus revenus du capital, plus les aides sociales, moins les impôts. Bref donc, ces revenus-là, ça fait x4 en 40 ans. Bon, x4 en revenus, alors que les prix de l'immobilier font n'importe quoi entre x5 et x13, et alors que la dépense de logement est sûrement le premier poste de dépense d'un budget d'un ménage, ça me semble pas suffisant pour dire qu'il y a eu une amélioration du niveau de vie, tu vois. Bon alors, ok, la hausse des prix de l'immobilier, c'est très très inégal, hein, clairement, il y a eu une méga bulle à partir de 98 et jusqu'en 2008. C'est pas pour rien que la crise des subprimes a trouvé sa source dans les prix de l'immobilier qui faisaient n'importe quoi. Voilà, mais quand même, si on fait une moyenne, on a les prix de l'immobilier qui ont grimpé de 4,4% par an sur la période observée, 6,7% dans le cas de Paris. Du coup, inflation à 2,6% contre prix de l'immo qui fait n'importe quoi entre plus 4,5 et plus 6,5, il y a comme un souci. C'est comme si l'inflation ne tenait pas compte de cette hausse de prix. Regarde un peu ce qui se passe entre 98 et 2008. Les prix de l'immobilier grimpent de ouf, plus 9,3 par an en moyenne, alors que l'inflation ne réagit même pas, plus 1,8% en moyenne seulement sur cette période. Et pour Paris, ça ne s'arrête pas en 2008, hein, ça continue de grimper de ouf, alors que toujours pareil, l'inflation ne réagit pas. Clairement, il y a un truc qui cloche. Le pouvoir d'achat des Français est mesuré avec les pieds, moi je te le dis. Et puis après, on s'étonne qu'il y a les gilets jaunes qui descendent dans la rue. Bah forcément, si tu as des outils statistiques moisis, il ne faut pas s'attendre à être capable d'anticiper les mouvements sociaux. Eh ben, je vois que tu as bien bossé en amont de cette discussion. Non mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est sûr. Tu vas pas pouvoir me la faire à l'envers, hein, je te préviens. Donc toi, ta thèse, c'est les Français perdent du pouvoir d'achat à cause des prix de l'immobilier qui grimpent super vite. L'INSEE ne s'en aperçoit pas parce qu'elle calcule l'inflation avec ses pieds, hein, pour reprendre tes termes. Donc les gens en ont marre et on aboutit aux gilets jaunes. Oui, c'est ma thèse, en effet. Bon alors, commençons par dire que ta thèse est effectivement très intéressante. Le jugement que tu portes a l'air de crever les yeux, et il est repris par différents intellectuels, notamment par Emmanuel Todd. Un des points importants de ce livre, c'est que, comme vous venez de le dire, c'est que c'est la baisse du niveau de vie que vous voyez chez
la grande majorité des Français, pratiquement à part les 1%, on va dire, tout le monde verrait son niveau de vie baisser. Or, c'est le contraire de ce que nous dit l'INSEE depuis très longtemps. Et vous expliquez pourquoi, notamment parce que l'INSEE sous-estime totalement l'importance du logement. Le prix du logement en France a été multiplié par 150% en 20 ans. Il a triplé à Paris. Et dans les calculs de l'INSEE, ça compte pour 6% à peu près. Voilà, c'est ça. On le voit, il dénonce le mode de calcul de l'inflation utilisé par l'INSEE. Mais on va voir que, en fait, c'est loin d'être aussi évident qu'il n'y paraît. Alors là, franchement, j'ai hâte de voir comment tu vas débunker ce truc-là. C'est juste indébunkable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Commençons par bien définir ce qu'est l'inflation et à quoi elle sert. Eh bien, c'est facile. L'inflation, c'est la hausse des prix. Tu prends une pomme qui vaut 1 euro en 2020, 1,10 € en 2021, plus 10%, et ben voilà, 10% d'inflation sur les pommes. Ok, donc si en 2020 on avait une pomme Braeburn de Nouvelle-Zélande à 1 euro et en 2021 on a une pomme Granny Smith française bio à 1,10 €, pour toi, on a une inflation de 10%. Ah bah non, oui, il faut que ce soit la même pomme. Il ne faut pas de différence de production, ni de variété, ni de provenance, ni de rien du tout. Sinon, on ne mesure pas forcément une hausse de prix, ouais. Et c'est là que le bas blesse. L'inflation est là pour mesurer une hausse de prix à qualité égale, parce que le but derrière, c'est de pouvoir parler de niveau de vie. Petit exemple rapide, mettons qu'après une hausse de revenus de 10%, les produits que je consomme coûtent aussi 10% de plus. Mon niveau de vie a-t-il varié? Bah non, ta hausse de revenus couvre pile poil l'inflation. Non, pas forcément. Peut-être que les produits que je consomme sont simplement de meilleure qualité qu'auparavant. Dans la hausse des prix de 10%, il faut faire la différence entre la variation de qualité, hausse des prix justifiée, et la variation purement monétaire, l'inflation. Mais attends, du coup, ça veut dire que pour mesurer l'inflation, il faut mesurer aussi les variations de qualité. Et oui, le calcul de l'inflation suppose que l'on sache mesurer objectivement en termes de prix les hausses de qualité des produits. Autrement dit, quand une pomme de même provenance, de même variété et utilisant un même mode de production passe de 1 euro à 1,10 €, bah là c'est facile, on va effectivement conclure qu'il y a eu 10% d'inflation. Mais si on passe d'une pomme non bio à une pomme bio, même variété, même provenance, eh bien on pourra en conclure qu'il s'agit d'une hausse de qualité et donc qu'il n'y a pas eu d'inflation. Mais là, on sent du coup que c'est un jeu dangereux, parce que est-ce que le fait de passer en production bio justifie une hausse de 10 centimes? Eh bien, personne n'en sait rien. Les prix ne sont jamais que des conventions sociales, des mesures non objectives, totalement dépendantes des différentes organisations sociales, des lois, des institutions, des croyances, des normes, des habitudes, des cultures. Et puis si en plus les pommes sont de provenance différentes et de variétés différentes, alors là, tout devient encore plus compliqué. D'ailleurs, l'INSEE n'est pas forcément en mesure de contrôler toutes les variables qui pourraient expliquer des variations de prix. Ah ouais, donc mesurer l'inflation, c'est la merde en fait. Et oui, le diable se cache dans les détails. Que dire par exemple de l'évolution du prix de la Renault Kangoo par rapport à celui de l'Opel Combo? Ce sont clairement des voitures similaires, même gamme, même utilité, même budget. Mais si la Kangoo grimpe en prix et pas la Combo, est-ce que c'est de l'inflation? Est-ce que c'est une hausse de qualité? Est-ce que c'est un peu des deux? Doit-on considérer que, comme la Combo est fabriquée par Opel, une marque détenue par Peugeot, eh ben, c'est pas le même produit que la Kangoo de Renault? Et donc, il n'y a pas lieu de faire des comparaisons? Que ce sont deux produits totalement distincts? Ok, bon, je pense que ça va, j'ai compris le concept. L'inflation est supposée mesurer la hausse de prix qui ne provient pas d'une hausse de qualité, sauf qu'en vrai, c'est débile de croire qu'on est capable de faire ça de manière objective. Les produits sont tous différents, les méthodes de production peuvent changer, les lieux de production aussi, les composants aussi, les entreprises font du marketing, tentent de construire un imaginaire autour de leur marque, etc. Là, un truc d'exclusivité, sentiment d'appartenance, bref, c'est la merde. Exactement. Donc, pour s'en sortir, eh bien, on met en place des critères de mesure qui changent le moins possible au fil du temps. On va dire par exemple que tant qu'une voiture possède telle liste d'options, alors une variation des prix sera considérée comme de l'inflation. En revanche, dès qu'une nouvelle option est ajoutée à la liste, alors la hausse de prix constatée correspond 100% à une hausse de qualité. De cette manière, en définissant des tas de critères similaires pour un peu tous les produits, on va obtenir une méthode de calcul de l'inflation qui reste stable au fil du temps, ce qui permet d'ancrer les calculs à une certaine forme de rationalité. Et il n'empêche que les critères utilisés pour différencier entre variation de qualité et inflation restent totalement arbitraires. Ouais, ok, c'est vrai que c'est ouf ce truc. Donc en fait, les dudes ont mis au point une méthode qui est stable au fil du temps, et c'est ça qui nous fait croire qu'on fait bien le boulot, parce que c'est devenu un genre de rituel hyper codifié, mais en fait, ça enlève rien au caractère arbitraire de la mesure, quoi. C'est ça. La mesure de l'inflation, c'est une procédure très codifiée, très standardisée aussi, pour pouvoir faire des comparaisons entre les pays. Mais il est faux d'affirmer que le calcul de l'inflation permette
réellement de faire la part des choses entre variation de qualité et variation de prix. Parce que la qualité d'un produit est un concept qui n'a aucune unité de mesure objective. Autrement dit, l'inflation est une recette de cuisine statistique. Elle mesure un truc qu'on appelle l'inflation et qu'on croit être une variation de prix qui ne correspond pas à un changement de qualité. Mais évidemment, on a affaire ici à une croyance très codifiée, très ritualisée, mais une croyance malgré tout. Ouais, enfin, ceci dit, pour les trucs comme, je sais pas moi, les pâtes, le riz, le pain, ça doit quand même assez bien marcher, non? Oui, bien sûr. Dès qu'on a affaire à des biens ou à des services dont la qualité ne peut pas être améliorée, essence, électricité, coupe de cheveux, paracétamol, etc., pas de doute que l'inflation mesure bien ce qu'elle doit mesurer. Mais pour tout le reste, c'est non. Ok, donc, malgré toutes les limites du rituel qui permet de calculer l'inflation, le but, c'est de prendre l'évolution d'un revenu, par exemple celui d'un ménage, et de regarder si ce revenu permet ou non d'acheter plus de qualité de vie. Si l'évolution du revenu est supérieure à l'inflation, alors on en déduit que le revenu permet effectivement d'acheter plus de qualité. Et c'est ce que l'INSEE appelle le pouvoir d'achat ou le niveau de vie. Quand on parle du pouvoir d'achat des ménages qui grimpent, on parle d'un revenu disponible brut, donc revenu du capital plus revenu du travail plus aide sociale moins impôts, qui grimpe plus vite que l'inflation, c'est-à-dire qui permet d'acheter plus de qualité. Mais alors du coup, plus de pouvoir d'achat, c'est pas forcément plus de thunes sur mon compte ou plus de voitures dans mon garage. Ça pourrait tout à fait être moins de thunes sur mon compte, mais un garage 2 fois plus grand et climatisé, et une berline électrique avec une tablette tactile garée dedans plutôt qu'une Renault 5, quoi. Voilà. C'est pas parce qu'avant je pouvais mettre 300 € de côté tous les mois et qu'aujourd'hui je ne peux plus en mettre que 100 que du point de vue de l'INSEE, mon niveau de vie s'est abaissé. Peut-être que j'ai simplement une meilleure connexion Internet, une alimentation plus saine, un plus grand appartement et que tout cela me coûte plus cher. On l'a vite fait d'associer niveau de vie et quantité d'argent sur un compte, mais c'est pas ça que mesure l'INSEE. Le pouvoir d'achat est composé de 3 variables. La quantité de biens et de services consommés, leur qualité, mesurée par les prix desquels on a déduit l'inflation, et la quantité de sous qu'il reste à la fin du mois. On peut donc très bien avoir et moins de sous à la fin du mois, et aussi moins de biens et de services consommés, tout en ayant une hausse de son pouvoir d'achat. Voilà, parce que tout ça est compensé par la hausse de la soi-disant qualité mesurée par les variations de prix desquelles on a retiré l'inflation. Exact. Donc, pour en revenir à la thèse gilet jaune, attention à ne pas confondre le pouvoir d'achat tel que l'INSEE le mesure et la perception de richesse telle que les ménages se la représentent. Un ménage qui épargne moins tous les mois peut se sentir moins riche, alors même que son pouvoir d'achat a augmenté. Peut-être qu'une meilleure manière d'approcher le sentiment de richesse des ménages, c'est de regarder plutôt la part des revenus arbitrables. Alors, les revenus arbitrables, il va nous falloir une définition. Alors, mettons que je gagne 1 300 € en l'an 2000. À ce moment-là, la part de mes revenus qui s'en va tous les mois automatiquement, c'est mon loyer, ma facture d'électricité, d'eau, de gaz, mon assurance habitation, ce genre de trucs. Mettons que ça m'enlève 25% de mes 1 300 €. Aujourd'hui, en 2021, je gagne désormais 2 000 € par mois. J'ai toujours 25% de mon revenu qui se barre dans le loyer, les charges, les assurances, etc. Mais il faut maintenant ajouter la connexion Internet, les abonnements à Netflix et Spotify, la salle de sport, le forfait de téléphone. Résultat, c'est maintenant 30% de mon revenu qui s'en va sans même que je ne sorte ma carte bleue. Mon revenu arbitrable est passé de 75 à 70%. Et ça, c'est possible que ça me fasse me sentir moins riche, alors même que mon revenu a pourtant progressé plus vite que l'inflation et que j'ai accès à plus de services. Ok. Et c'est réaliste les chiffres que tu viens de me donner là? C'est différent pour chaque catégorie de personnes, mais oui, les ordres de grandeur sont corrects. Et tu peux le voir avec ce graphe, c'est une tendance de fond. Depuis les années 70 au moins, la part des revenus arbitrables dans les revenus disponibles diminue. Autrement dit, la part des revenus sur lesquels nous avons la main, la part des revenus sur lesquels il faut sortir sa carte bleue pour consciemment dépenser son argent, a tendance à être grignotée par des prélèvements automatiques. Ce qui peut donner lieu à un sentiment d'appauvrissement, ouais. Et ici, on va même préciser un peu. Voici un autre graphe qui te montre l'évolution des dépenses préengagées pour les différentes catégories de ménages en France entre 2001 et 2017. Pour les pauvres, on constate une hausse de 10 points. 31% des revenus s'en allaient automatiquement en 2001, tandis que c'est 41% aujourd'hui. Mais chez les plus aisés, la hausse est beaucoup moins marquée, plus 3 points seulement. Donc le sentiment d'appauvrissement est plus marqué chez les plus pauvres. Forcément. Manquerait plus que ce soit l'inverse. Toujours ces inégalités de chiottes qui nous plombent. Dernière chose à mentionner, le coût de la vie, c'est pas la même chose que l'inflation. Alors attends, le coût de la vie, ce serait pas pareil que l'inflation?
J'ai l'impression que tu joues avec les mots là. Non, pas du tout. Premièrement, l'inflation mesure une variation de prix, une vitesse à laquelle des prix évoluent. Mais elle ne dit rien sur le point de départ, sur la situation initiale. Par exemple, l'inflation en France en ce moment, plus 2,7%, est moins élevée qu'en Allemagne, plus 4%. Donc on pourrait se dire qu'on est beaucoup mieux loti que nos voisins allemands. Mais il n'empêche que si tu compares Paris et Berlin, quasiment tout coûte moins cher à Berlin. Alors que pourtant le revenu mensuel moyen dans les deux villes est similaire. Une bière coûte 4 € à Berlin contre 7 à Paris. Un Levi's coûte 80 € contre 95 chez nous. Même les loyers sont plus bas. 1950 € pour un 3 chambres à Berlin contre 2750 € à Paris. Donc, même si l'inflation est plus rapide en Allemagne en ce moment, comme ils partent de plus bas que nous, en fait, ils s'en sortent mieux. Voilà, après, bon, c'est compliqué, il faudrait aussi regarder les inégalités, la qualité des services, notamment les services publics, la précarité de l'emploi, etc. J'ajoute quand même à ce livre que dans l'évaluation de la baisse du niveau de vie, là, on parle des biens qui sont produits pour le marché et achetés sur le marché. Hein, et donc, on utilise un indice des prix, etc. Mais en fait, dans la baisse du niveau de vie, il faut intégrer la dégradation des services publics. Mais même sans aller aussi loin, l'inflation est déjà complètement dépassée pour nous parler d'un truc aussi basique que le coût de la vie. Ah, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Regarde, je reprends mon exemple de 1300 € gagnés tous les mois en l'an 2000. Imaginons que sur ces 1300 €, il faille en dépenser 500 pour être considéré comme normal, pour être accepté socialement. Par exemple, en plus de l'essentiel, logement, nourriture, transport, etc., il faut aussi que je puisse de temps en temps aller au cinéma et au restaurant parce que si je ne sors pas avec mes amis, je vais me retrouver exclu. Il faut aussi que je garde de la place pour peut-être, je sais pas, une paire de chaussures de qualité une fois de temps en temps, quelques CD pour ma collection. Bon, on aurait vite fait de considérer ces dépenses comme non essentielles, mais en réalité, elles me permettent de m'intégrer socialement, donc elles sont très importantes. Elles participent au coût de la vie. Ok, je te vois venir, tu vas reprendre tes histoires d'Internet et de Netflix. Eh ben oui, en 2020, pour être intégré socialement, il faut une connexion Internet, il faut un smartphone, une tablette ou un PC portable, il faut peut-être aussi un abonnement Netflix et partir en vacances à l'étranger une fois de temps en temps. Si on imagine que, et ici attention, j'ai pas d'infos, c'est pure spéculation, le coût de la vie est passé de 500 € par mois en 2000 à 900 € par mois en 2020, alors on a un coût de la vie qui a augmenté de 3% par an, tandis que mon revenu, lui, n'a augmenté que de 2,1% par an. Du coup, ça peut envoyer un signal d'appauvrissement. Alors même que mon revenu a pourtant progressé au-dessus de l'inflation et que l'INSEE calcule que mon pouvoir d'achat s'est amélioré, eh bien, moi, je perçois que le coût de la vie a augmenté et donc je me sens plus pauvre. Ok, d'accord. Donc, le coût de la vie tient compte du minimum syndical pour vivre plus du minimum social pour s'intégrer. Donc, ça inclut les normes sociales à côté desquelles l'inflation passe complètement, en fait. C'est ça. L'évolution du coût de la vie tient compte des normes sociales qui évoluent, tandis que l'inflation ne mesure que des hausses de prix qui ne correspondent pas à des hausses de qualité. L'inflation va te dire par exemple qu'un Nokia 3310 coûtait 300 € en 2000 et qu'il ne coûte plus que 30 € aujourd'hui. Il y a donc eu une déflation de 11% par an pour ce produit comparé à une hausse de 2% par an des revenus disponibles des ménages. Conclusion, le pouvoir d'achat des Français en Nokia 3310 s'est grandement amélioré. Sauf que le coût de la vie va te dire que l'outil de communication tendance en l'an 2000, le Nokia 3310 à 300 €, est remplacé aujourd'hui par un Galaxy S21 à 800 €. Conclusion, le coût de l'outil de communication du moment a grimpé de 5% par an, beaucoup plus vite que le revenu disponible des ménages. Donc le coût de la vie en termes d'outils de consommation est aujourd'hui plus élevé. Ok, non mais je crois que je vois, mais... Ouais, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ce truc-là. Donc, encore une fois, attention à ne pas confondre le sentiment de richesse des ménages, qui est le reflet d'une situation particulière dans un contexte particulier, et un outil statistique standardisé, le pouvoir d'achat, qui se mesure via l'inflation. L'outil statistique peut nous donner une idée de la manière dont le sentiment de richesse des ménages évolue, mais il ne doit pas être perçu comme l'unique manière de percevoir la réalité. La réalité, elle est complexe, elle dépend d'un contexte spécifique. Parfois, un outil statistique est adapté et parfois, il ne l'est pas. Conclusion, non, le pouvoir d'achat des ménages ne reflète pas complètement et systématiquement le sentiment de richesse des ménages. D'abord, la mesure du pouvoir d'achat implique que l'on puisse faire la différence entre la variation de prix, qualité du produit qui change et le reste, l'inflation. Même si techniquement c'est bien ce qu'on fait, rien ne nous assure qu'on ne se trompe pas. Tous les calculs ne sont que des rituels en fait, on continue de faire comme on a toujours fait. Ensuite, dire que le pouvoir d'achat des ménages est mal mesuré parce que son observation n'a pas permis de prédire la crise des Gilets jaunes, c'est carrément exagéré.
D'abord, cette crise n'est pas uniquement liée au sentiment de richesse des ménages, elle est aussi liée à des enjeux d'injustice, d'inégalité, de perte de pouvoir démocratique, etc. Tout n'est pas uniquement monétaire et marchand là-dedans. Et puis aussi, pouvoir d'achat et sentiment de richesse, eh ben c'est pas pareil. Mon pouvoir d'achat peut augmenter alors même que j'ai l'impression de moins consommer, parce que mes dépenses se font par des prélèvements automatiques par exemple, ou encore parce que tous les produits que je consomme, dont certains sont devenus obligatoires pour être intégrés socialement, sont de soi-disant meilleure qualité et me laissent avec beaucoup moins de marge de manœuvre à la fin du mois. Ok, ouais, c'est intéressant effectivement, mais du coup, on n'a pas parlé d'immobilier là. Ok, l'inflation n'est pas l'alpha et l'oméga du sentiment de richesse des ménages, mais est-ce que quand même, il n'y a pas un calcul de l'inflation complètement pété par rapport au prix de l'immobilier qui skyrocket de ouf depuis des années? Eh bien, ce sera le sujet de la prochaine vidéo.